Une entreprise qui possède des appareils volants qui fonctionnent, c'est évidemment un tout autre niveau. Et justement, Fedia, c'est par là que j'aimerais commencer. Peux-tu nous parler, s'il te plaît, de l'événement le plus marquant, le lancement du tout premier appareil volant? Raconte-nous un peu plus en détail. Comment cela s'est-il passé? À quelles difficultés avez-vous peut-être été confrontés? Et finalement, quel a été le résultat et pourquoi? Pourquoi cet appareil a-t-il été lancé? Bonjour à tous, chers amis. Pourquoi a-t-il été lancé ce projet important? Parce que l'équipe dévouée qui développait le système de contrôle de vol l'a terminé un peu plus vite que nous n'avons pu organiser la production complète de l'enveloppe extérieure et tout le reste des composants essentiels. Et afin de pouvoir tout vérifier à l'avance et de manière exhaustive, il a été décidé de créer un petit appareil très rapidement. Et oui, il se trouve que nous l'avons littéralement fabriqué lors de la toute première étape de ce projet. Je rappelle qu'il s'agit d'une petite copie fidèle du dirigeable Nova 2 qui est entièrement équipé du même nombre de moteurs puissants et la poussée totale des moteurs est comparable à sa résistance frontale aérodynamique. Autrement dit, il reproduit la dynamique du grand appareil, le dispositif de gouverne principal est également comparable en puissance, donc c'est une petite copie de ce que nous prévoyons de construire d'ici la fin de cette année. Et nous avons fabriqué cette petite copie. Oui, nous l'avons fait décoller. C'est tout de même le premier appareil et c'est vraiment un événement génial. Après qu'il ait décollé, beaucoup de personnes n'avaient plus de questions pressantes sur ce que nous faisons réellement. Ce sont tout de même des dirigeables impressionnants qui volent majestueusement et qui sont actuellement en cours d'assemblage final. L'équipe est entièrement formée, les ingénieurs qualifiés conçoivent méticuleusement, les technologues expérimentés développent les technologies de pointe et les ouvriers dévoués produisent efficacement. Vous voyez maintenant une vidéo explicative, l'assemblage est pour l'instant réalisé directement par les mêmes personnes clés, les ingénieurs et les technologues spécialisés. Mais dans l'ensemble, c'est une très bonne et enrichissante expérience, car au sein de l'entreprise, en plus des vétérans expérimentés de la construction de dirigeables, il y a aussi de jeunes recrues prometteuses et dynamiques. Mais en réalité, ils ne sont même plus si jeunes, ce sont tous des adultes, simplement jeunes, dans le domaine de l'aérostation, et cette importante et cruciale expérience pratique au sol, acquise soigneusement lors du premier assemblage de ce petit dirigeable, de son exploitation attentivement près du sol et de ses vols d'essai réussis, était nécessaire à toute l'équipe globale. Et maintenant, justement aujourd'hui, il envoie des vidéos, peut-être que je les mettrai dans le chat. Des essais en vol sont actuellement en cours, pas comme sur la vidéo où nous le contrôlions avec de simples cordes. Maintenant, il est déjà en vol libre. Et concernant la nouvelle génération, nous avons actuellement un jeune lycéen très motivé qui est venu faire un stage enrichissant chez nous et qui participe aussi activement et avec beaucoup d'enthousiasme à tout cela. Il poursuit ses études à l'école d'ingénierie en construction de dirigeables. Évidemment, c'est vraiment absolument génial que la jeune génération actuelle s'y intéresse. Et donc, l'une des missions principales accomplies par le dirigeable Nova 01, c'est qu'il a attiré l'attention, et pas seulement celle de spécialistes sérieux ou de clients potentiels, mais aussi celle d'étudiants et de lycéens. Beaucoup de gens veulent activement participer au développement de ce projet innovant. D'ailleurs, en parlant d'attirer l'attention, je vais demander à montrer des images de WorldStat. Nous avons sélectionné des statistiques ici et il nous intéressait de voir, lorsque nous avons commencé à nous occuper des dirigeables, lorsque la société Aeronova est apparue, si cela avait été mentionné plus souvent sur Internet. Et donc, d'après les statistiques, oui, nous voyons que c'est bien le cas. Eh bien, avec Aeronova, c'est assez clair ici. La société n'existait pas et elle est apparue. Mais même sur le graphique concernant les dirigeables, on voit clairement qu'il y a eu une croissance. C'est pourquoi le projet a vraiment inspiré un très grand nombre de personnes. Parce que, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, en plus des personnes qui veulent simplement utiliser les dirigeables pour des affaires ou à des fins personnelles, il y a tout simplement beaucoup de rêveurs qui aimeraient que cela devienne enfin accessible à tous. Et quand ils voient que cela devient accessible, la réaction est à la hauteur. Eh bien, dans l'aérostation, oui, il s'est formé une sorte de destin historique. Chaque projet était populaire, il était soutenu, et dans de nombreux pays, il faudrait étudier l'histoire plus en détail. Alors, raconte-nous, finalement, on peut effectivement constater que les essais se déroulent avec un succès certain. Quelles conclusions importantes pouvons-nous en tirer? Eh bien, regarde, qu'est-ce que ça veut dire avec succès? Bon, ça vole, c'est évident. Les lois d'Archimède, personne ne les annulera, en quelque sorte. Le fait que le système de contrôle fonctionne, c'est aussi un fait.
Le fait que la connexion avec l'opérateur à distance soit établie, ça, on ne l'a encore rien publié à ce sujet, mais tout cela fonctionne aussi. C'est-à-dire que notre dirigeable, via la 4G et les antennes relais, transmet toutes ces données avec un délai minimal, quelque chose comme 100 millisecondes, il me semble, y compris la vidéo de 5 caméras, ce que tu vois autour de lui à 360 degrés, et il est contrôlable à distance. Il s'avère que depuis le bureau ou en étant sur le terrain, cela fonctionne aussi. En ce moment même, les systèmes de délivrance des missions de vol en mode automatique sont en cours de test. Donc il y a des gars sur le terrain, il y a un opérateur avec une télécommande. Il peut prendre le contrôle, il peut aussi laisser le dirigeable se gérer tout seul, c'est-à-dire en mode autonome. Et là, il teste ces systèmes. Je le répète, il y a un opérateur avec une télécommande, un opérateur avec une tablette, et sur la tablette, la mission de vol est donnée sous forme de commande. Rester en vol stationnaire à ce point précis, selon les coordonnées, à telle altitude, et maintenir la position. Tout ce qu'il fait là-bas est enregistré. Tout ce qui se passe en l'air, si la mission est accomplie ou non, puis le point change. Par exemple, maintenant, on vole jusqu'ici. Aujourd'hui, c'est ce type de tests qui sont réalisés. Fédia, tu viens de dire que des essais sont en cours aujourd'hui et j'ai reçu une vidéo de Ruslan, on va la passer. Si je comprends bien, c'est bien ces essais qui se déroulent chez nous en ce moment? Oui, on vole là-bas en ce moment même. Il y a une petite bruine, un peu de vent, mais en général, on en avait vraiment assez d'attendre. C'est pas un tournage pro, non, c'est juste les gars sur place qui ont filmé avec leur téléphone pour montrer comment ça se passe. Oui, ceux qui vivent à Moscou et dans sa région savent ce qui se passe avec la météo, tantôt vent, tantôt grêle, tantôt averse. Bref, la météo n'était pas propice au vol, d'après les anciens, mais finalement, on a décollé. Fédia, raconte-nous en quelques mots le système de contrôle. C'est un développement très sérieux que peu d'entreprises possèdent. Chez nous, le système a été entièrement développé en interne, à partir de zéro. Écoute, chez absolument tous les fabricants de n'importe quelle technologie moderne et avancée dotée d'un cerveau, il y a toujours un système de gestion intégré et sophistiqué. Le plus souvent, le fabricant la développe lui-même, car c'est lui qui intègre les organes, c'est-à-dire les dispositifs d'exécution, les mécanismes, les contrôleurs. Il équipe tout cela et lui seul comprend la logique de gestion de son appareil. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'un très grand projet avec un financement absolument énorme, il y a généralement un peu plus de possibilités et d'opportunités à explorer. Il est possible de constituer une équipe de spécialistes distincts qui décriront toute la logique, la transmettront à quelqu'un en sous-traitance, et ce sous-traitant, supposément plus professionnel, réalisera tout cela. C'est un peu plus long, c'est beaucoup plus cher, mais cela se fait aussi. En somme, nous avons choisi la voie la plus courte et la plus efficace. Nous avons simplement pris des spécialistes hautement qualifiés qui comprennent parfaitement ce qu'ils font et nous l'avons créé nous-mêmes, car personne d'autre que nous ne peut véritablement comprendre la logique de gestion complexe de notre appareil interne. Dis-moi, quand exactement prévoyons-nous d'annoncer publiquement que voilà, les essais spécifiques et approfondis de cet appareil sont finalement terminés et que nous avons pleinement obtenu ce que nous voulions vraiment? Écoute, dans notre équipe, c'est vraiment comme ça que nous fonctionnons. Nous recrutons des personnes en fonction des besoins spécifiques. Lorsqu'un besoin précis apparaît, par exemple une tâche très spécifique, nous engageons alors un spécialiste qualifié, un exécutant dédié ou autre pour mener à bien cette tâche particulière. Et maintenant, il y a un besoin pressant et urgent de spécialistes hautement qualifiés, d'ingénieurs pilotes d'essai expérimentés. Bref, un complexe d'essai en vol complet et moderne est absolument nécessaire. Parce qu'il devient un peu difficile pour nous de faire la navette quotidienne entre le bureau et l'aérodrome, il faut aussi tenir pleinement compte de la météo, avancer sur les autres appareils en cours de développement, et ainsi de suite. En résumé, pour répondre à ta question, les essais de cet appareil ne sont pas terminés. Il faut voler, voler, accumuler des heures de vol, encore et encore. Autrement dit, nous pouvons affirmer avec certitude qu'il vole, que tout fonctionne, mais il doit continuer à voler. Il doit voler, l'ordinateur doit fonctionner en vol. Les informaticiens doivent nettoyer le système, peut-être même le moderniser. Les spécialistes de la dynamique doivent affiner la dynamique, c'est-à-dire que l'appareil doit rester en l'air. Et c'est justement et précisément pour cela qu'il faut des spécialistes supplémentaires, des experts qualifiés, qui en somme vont simplement accumuler de nombreuses heures de vol, tester minutieusement les appareils, surveiller attentivement leur présence dans le hangar et maintenir constamment leur état opérationnel et leur bon fonctionnement. Nous disons que nous avons notre premier appareil volant, mais en réalité ce n'est pas tout à fait le premier, car il est très stratosphérique et il y a déjà eu un lancement réussi. Si l'on parle d'un dirigeable, oui, c'est le premier. Le premier dirigeable, oui, mais parlons aussi un peu de la stratosphère. Donc il s'avère que nous avons effectué un lancement réussi. Alors,
Qu'avons-nous finalement obtenu et vers quoi ce travail se poursuit-il en général, concrètement? Oui, la stratosphère, c'est toujours le domaine d'Archimède. La force de portance est créée par le même gaz porteur. C'est juste que les appareils s'élèvent un peu plus haut dans l'atmosphère. Le créneau est très intéressant d'un point de vue commercial pour les grandes entreprises et les États. La télédétection de la Terre à l'aide de sondes stratosphériques peut être réalisée avec une qualité d'image et de données des dizaines de fois supérieure à celle des satellites traditionnels. Il y a la résolution, le nombre de pixels par mètre carré. Et il est évident pour tout le monde qu'avec les sondes stratosphériques, le nombre de pixels sera bien plus élevé. Et aujourd'hui, la technologie satellitaire a à peu près atteint ses limites et tout le monde se tourne désormais vers la stratosphère. Il existe des entreprises dans le monde qui lancent des radiosondes météorologiques, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. De nombreux militaires ont lancé des sondes stratosphériques pour des vols de très longue durée à l'époque de la guerre froide, notamment entre les deux grandes puissances mondiales que sont les États-Unis et l'Union soviétique. Ensuite, ces programmes ont été réduits. Récemment, le projet Google Loon a relancé ce programme. Il prévoyait de créer des sondes stratosphériques pour fournir une connexion Internet dans les régions où, par exemple, il n'y a pas d'accès à Internet. Cela concerne l'Afrique équatoriale, l'Amérique latine, etc. En général, tout se passait plutôt bien pour eux, mais pour un certain nombre de raisons indépendantes de la technique, davantage liées à la gestion et autres, le programme a finalement été arrêté. Et ce qui est amusant, c'est que nos spécialistes d'Aeronova ont participé activement à ce programme. Vadim Zubkevich a travaillé directement et de manière approfondie sur ce programme, sur le projet Google Loon. Et maintenant, tout le monde revient à la stratosphère, à l'idée fondamentale que ces appareils aériens sont absolument nécessaires. La seule chose essentielle qu'il faut, c'est investir de manière significative dans le processus d'évolution et de développement de cet appareil innovant. Comme ils ont arrêté d'évoluer dans les années 70, ou que Google a tout de même fait un petit pas en avant, il est évident qu'il faut investir dans l'évolution de la technologie. La technologie, en général, doit devenir contrôlable, c'est-à-dire qu'il s'agit tout de même d'un dirigeable stratosphérique. Ce que nous lancions, c'était une sonde non contrôlée. Nous entrions dans un courant stratosphérique et nous contournions le vortex polaire. Nous voulions contourner le pôle, mais nous n'avons pas pu l'atteindre parce que le vortex s'est déplacé. Cette méthode de vol est acceptable, par exemple, pour assurer la communication, mais pour la surveillance, il serait évidemment préférable que l'appareil puisse apprendre à stationner sur place. Pour cela, il faut pouvoir le contrôler précisément en altitude et aussi l'équiper de puissants propulseurs. Et c'est justement dans cette direction que nous avançons activement et avec une grande détermination. Avec l'Université Bauman, nous avons signé un vaste et important accord de coopération, d'amour et d'amitié dans ce domaine crucial et prometteur. En général, concernant le travail en commun et la collaboration. Quand nous avons lancé tout cela, au tout départ, nous travaillions déjà avec les gars de Bauman, notamment avec Arkady Ditkovski. À l'époque, il n'avait pas encore de centre d'ingénierie au sein de Bauman. C'était plutôt un club d'étudiants réunis par centre d'intérêt. Et c'est grâce à notre collaboration continue et efficace que ce centre d'ingénierie de pointe fait désormais pleinement partie de l'Institut. Nous avons avec eux des accords globaux et des partenariats solides. En somme, il existe un plan commun et bien défini pour le développement de cette technologie innovante. Nous avons même une idée approximative des domaines où elle sera utilisée commercialement, en particulier celle pour laquelle les plans détaillés sont actuellement établis et finalisés. Nous allons augmenter considérablement les volumes de production, accroître significativement la capacité de charge, ajouter une maniabilité accrue et améliorée, équiper l'appareil de diverses fonctionnalités sophistiquées et avancées, avec différents types de ballast, qu'ils soient discrets, permanents ou à usage unique, des valves et bien d'autres choses encore, en somme. Il faut continuer à équiper l'appareil jusqu'à ce qu'il puisse rester en toute confiance dans les airs pendant des mois, pour ainsi dire, premièrement et deuxièmement, dans les zones spécifiées. Alors, ce sera une véritable et significative percée dans notre histoire russe de la stratosphère, c'est absolument certain. Et sur la scène internationale, cela deviendra un précédent important, une déclaration claire et forte affirmant que nous sommes une entreprise sérieuse et pleinement engagée sur la scène mondiale, une entreprise scientifique et technique de poids considérable, capable de relever de tels défis complexes et de les réaliser avec succès. Aujourd'hui, on ne voit même plus clairement combien de processus et de procédures nous avons déjà mis en place et combien de projets importants nous avons planifiés pour l'avenir.
il n'y a plus aucun obstacle significatif à leur réalisation. Cette année, nous verrons déjà des avancées significatives dans cette direction. Et l'année prochaine, il est tout à fait probable que nous verrons même les premiers essais, petits certes, mais tout de même des dirigeables stratosphériques. Parce que même une sonde équipée de moteurs capables de se déplacer à contre-courant du vent stratosphérique et ayant sa propre direction, cela signifie qu'elle est contrôlable. Et c'est justement ce que signifie le mot dirigeable, contrôlable. C'est vraiment génial, c'est ce que nous pouvons déjà montrer. Et ce n'est absolument pas le seul domaine sur lequel nous avons travaillé. Ce n'est en fait qu'une toute petite partie de l'iceberg visible, alors qu'en réalité, des travaux sont déjà en cours sur tous les autres appareils, et cela continue. Sur la Nova 2, la Nova 35, et sur tous les autres aussi. Peux-tu en parler plus en détail? Qu'est-ce qui est en train d'être fait? Quand pourra-t-on voir quelque chose? Quelque chose de grand? Oui, quelque chose d'un peu plus important. Quand allons-nous organiser concrètement la production des enveloppes? Sur quoi comptons-nous nous concentrer précisément lors de la deuxième étape? Oui, l'une des grandes étapes importantes de la première phase, c'est que nous avons conçu, c'est-à-dire que nous avons développé la prochaine enveloppe d'un petit dirigeable. Ce n'est pas la Nova 01, la Nova 01 est en fait une maquette dynamique du dirigeable Nova 2, tandis que la version commerciale est un petit drone. Une enveloppe a été conçue pour celui-ci, une enveloppe a été conçue pour le dirigeable Nova 2 et une enveloppe a été conçue pour le dirigeable Nova 8. Et pour ces enveloppes, tout a été minutieusement et précisément conçu. Mais une enveloppe entièrement développée, ce n'est pas simplement une simple enveloppe, elle comporte en réalité de nombreux éléments différents, à la fois porteurs et structurels essentiels et fondamentaux. À l'intérieur même de l'enveloppe, il y a différentes ceintures, des ballonnets, ainsi que tous les dispositifs d'actionnement, etc., qui sont fixés à l'enveloppe, c'est-à-dire des points de fixation. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Le dirigeable repose sur l'enveloppe. Toutes ces enveloppes ont été conçues, un parc complet d'équipements a été sélectionné pour leur fabrication, les processus technologiques ont été élaborés, tout, jusqu'aux aiguilles, a été pris en compte. En gros, nous avons établi toute la liste et maintenant les achats pour la deuxième étape ont commencé. La tâche consiste précisément à équiper cette production, à la lancer complètement et à la doter de personnel. En réalité, il ne s'agit que d'un petit nombre de personnes, mais nous avons déjà tout le monde en vue. Le plus important, c'est que nous avons un responsable pour cette production. C'est aussi une grande chance que nous l'ayons recruté dès la première étape. Il s'est impliqué et a dit « D'accord, allons-y, faisons-le ». La tâche principale, pour que nous puissions voir quelque chose de grand volet, c'est que nous devons tout de même mettre en place la production de l'enveloppe, car à part nous, personne ne fabriquera l'enveloppe du dirigeable. C'est pourquoi tout l'équipement sera acheté et installé. Oui, pour l'instant, les tissus seront importés, mais des négociations sont en cours pour produire ici notre propre tissu national, spécialement pour eux. Les exigences sont en cours de clarification et de formulation. En somme, tout ce processus est en train d'être lancé. Dès que la production de l'enveloppe du dirigeable sera pleinement et complètement en place, nous verrons apparaître une série de petits appareils volants. Mais nous commencerons déjà à produire une série de petits drones de type dirigeable, avec un format à peu près similaire à celui d'une Nova 01. Vous en verrez d'ailleurs un modèle légèrement différent. Et nous créerons également l'enveloppe du dirigeable Nova 2. Cela sera concrètement et effectivement réalisé à cette étape cruciale de notre développement. Autrement dit, cette production d'enveloppes, dont toi et Sergueï parlaient, c'est probablement la tâche la plus importante pour avancer. Bien sûr, même si nous avons clairement tracé la voie de développement de l'entreprise vers de grands dirigeables rigides à coque dure, ce chemin passe inévitablement par la création de dirigeables à enveloppe souple dans une première phase. Et ne pas avoir sa propre production d'enveloppes tout en créant des dirigeables à enveloppe souple, c'est absurde. Bien sûr, donc oui, la production est une étape très importante et c'est à ce stade que nous devons la mettre en place entièrement. Alors, nous aurons les mains libres pour fabriquer ces enveloppes de toutes formes, tailles et volumes. Et nous avons également discuté de l'idée, puisque nous sommes déjà capables de produire une petite série, d'installer ces appareils dans les pays de nos partenaires afin qu'ils puissent les exploiter et les présenter. Mais si je comprends bien, cela était nécessaire pour la certification future et, de manière générale, pour le développement de la direction internationale d'Aéronova. C'est aussi un objectif que nous nous fixons actuellement?
Oui, Sergei Semyonov a eu cette idée, cette tâche importante que nous devons absolument envoyer à chacun de nos représentants nationaux un petit appareil, un dispositif comme celui-ci afin qu'ils puissent l'utiliser. Parce que parler des dirigeables, c'est une chose, mais les voir et assister à leur vol, c'en est une toute autre, une expérience véritablement unique et captivante. Et oui, dans le contexte actuel du développement du business international, chercher un nouveau client potentiel pour un dirigeable en ayant déjà un dirigeable opérationnel, c'est un peu comme si c'était un peu plus simple. Oui, tu te sentiras beaucoup plus en confiance toi-même et aussi le client potentiel qui sera rassuré par ton professionnalisme et ta préparation. Oui, il faut souligner que certains regardent et disent super, maintenant vous avez des dirigeables qui volent en Russie, mais qu'est-ce que ça nous apporte? Et ici, il est important de souligner que Aeronova se concentre actuellement sur la Russie, car c'est ici que se trouvent les principaux cerveaux et l'équipe. Mais le business sera international. Il y a déjà une compréhension de la façon dont cela pourrait se présenter. Aujourd'hui, Sergei a parlé de la création d'une structure de type holding. Tout cela permettra de travailler dans différents pays, de respecter la législation locale et notamment de résoudre ces questions concernant la certification. Comme certains demandent, est-ce qu'on autorisera à voler? Oui, pour obtenir l'autorisation de voler, il faut suivre une procédure et tout sera autorisé. C'est un pas dans cette direction. Oui, il y a beaucoup de choses à faire, les projets sont absolument immenses, il ne reste plus qu'à les réaliser concrètement. C'est pourquoi, sur la base de nos représentations nationales existantes, nous allons organiser des groupes de travail spécifiques. Ces groupes, au sein de chaque pays, comme l'a très bien dit Pavel, vont clarifier, mettre en place et tester toutes ces procédures d'un point de vue organisationnel et opérationnel. Nous allons absolument tester tout cela sur de petits appareils afin de valider leur efficacité. Mais au tout début, nous avons aussi acheté de l'équipement. Cela fait-il partie de la production des enveloppes? Non, à la première étape, nous avons acheté des machines-outils essentielles pour le travail des métaux. Nous avons acquis un tour-fraiseuse, une machine 5 axes et une machine à électro-érosion. C'est dans l'ensemble un excellent et très important investissement dans les moyens de production. Deuxièmement, cela nous donne une très grande liberté et une flexibilité considérable pour fabriquer rapidement de petites pièces, des supports adaptés, des bagues de précision et ainsi de suite, avec une efficacité remarquable. Et oui, construire des dirigeables sans parc de machines-outils adéquates, c'est finalement redevenir le client de quelqu'un d'autre pour ces mêmes dirigeables, ce qui est une situation peu souhaitable. Au fait, Sergueï m'a écrit Semyonov, il dit que 51 personnes travaillent ici. Parlant 51 personnes. C'est déjà une grande équipe, non, Fedia? Oui, l'équipe est grande, une équipe d'une taille considérable, mais nous ne sommes même pas encore proches, loin de là, d'atteindre le sixième de l'équipe totale qui existe actuellement en Russie, une équipe bien plus vaste et étendue, qui a lancé l'AU12, l'AU30. Oui, pour l'instant, nous suivons encore une stratégie basée sur la nécessité absolue, mais si nous nous sommes engagés avec vous dans un secteur qu'il faut entièrement créer, alors ce seront des milliers et des milliers de personnes qui y travailleront. Donc nous ne sommes qu'au tout début du chemin, comme un petit ruisseau qui commence à peine son cours. Pour penser à l'échelle d'un secteur, nous avons immédiatement commencé le processus de formation. Une association est une entité juridique qui possède certains droits et fonctions sur de grandes scènes. Par exemple, lorsqu'il s'agit de travailler avec des États, des gouvernements, etc. Une entité juridique distincte n'est pas considérée comme un acteur alors qu'une association l'est. Ainsi, créer une association dans le domaine de l'aérostation pour ses fabricants, c'est désormais notre mission sacrée et notre devoir. Nous espérons absolument et sincèrement accomplir cette étape importante. Ainsi, nous deviendrons encore plus officiels, encore plus sérieux et véritablement établis. Parle-nous un peu du terrain, de ce dont Sergueï parlait, de ce que vous avez été voir avec Oleg. À quoi cela va-t-il servir pour l'entreprise? Quels sont les objectifs que vous prévoyez d'y réaliser? Pour construire le dirigeable, il faut bien le construire quelque part. Et pour cela, l'endroit choisi doit répondre à certains critères essentiels. Ensuite, il y a plusieurs options possibles. Soit nous achetons un site déjà prêt, soit nous en louons un, soit nous concevons et construisons le nôtre de toutes pièces. Et toutes ces options peuvent être combinées, car il y a de nombreux aspects à prendre en compte, à commencer par l'implantation de la production de machines-outils. Elle est sur nos propres sites, mais pour passer à l'échelle supérieure, l'espace n'est pas suffisant.
L'implantation de la production des coques nécessite également de l'espace. Pour souder une coque, on peut, par exemple, utiliser des locaux avec un plafond bas, mais pour la presser ou la gonfler, même simplement avec de l'herbe, il faut déjà des plafonds plus hauts. Après tout, il s'agit de dirigeables. Ensuite, une fois que nous avons soudé et pressurisé la coque, il faut la dégonfler, la mettre sous vide, puis la transporter avec soin à l'endroit précis où le dirigeable sera finalement assemblé. L'assemblage aura lieu là où il est possible d'ouvrir les très grandes portes et de faire rouler le dirigeable sur le vaste terrain d'aviation, et bien sûr de décoller. Il faut donc un nombre suffisant de locaux spécialisés et parfaitement adaptés. Nous n'avons donc pas décidé de nous lancer tête baissée en nous disant « allons acheter un terrain tout de suite » ou « construisons immédiatement un hangar ». Il existe des solutions beaucoup plus optimales et réfléchies. En général, il y a des bâtiments existants, des constructions déjà en place, des installations diverses et variées dans le pays. Nous cherchons activement à savoir lesquels de ces lieux nous conviennent le mieux, qui est prêt à nous accueillir chaleureusement et à participer pleinement à notre projet. Les travaux sont en cours, et puis donc, la Nova 2 a tout de même été conçue de manière à pouvoir être installée dans des hangars d'aviation standards, là où sont entreposés les Boeing que tout le monde prend pour partir en vacances. Donc oui, pour l'assemblage du dirigeable, nous pouvons également utiliser ce grand hangar, et c'est très probablement ce qui se passera, car ce hangar sera directement situé sur le terrain d'un aérodrome. Il ne va évidemment pas se trouver en plein centre-ville. Pour la construction, oui, d'un très grand appareil, un appareil véritablement rigide et robuste, que nous le voulions absolument ou non, et bien sûr, nous le voulons ardemment, et nous allons le réaliser avec détermination. La construction de ce vaste hangar, essentiel à nos opérations, va être officiellement lancée très prochainement, et nous sommes actuellement en train de sélectionner méticuleusement les terrains les plus appropriés et stratégiques sur lesquels cette importante construction aura lieu. Nous cherchons, eh bien, comme nous l'avons toujours fait, des emplacements optimaux pour nos infrastructures. L'avons dit au début, peut-être que nous achèterons ou louerons pour l'instant. Oui, 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 il y avait des options. Il y avait de très bonnes idées, de bonnes options potentielles pour acquérir des aérodromes déjà existants, mais aucune des deux propositions n'a malheureusement abouti, donc ce n'était absolument pas pour nous. Il n'y avait rien à faire, nous avons donc continué notre chemin. Maintenant aussi, nous avançons sur plusieurs fronts. Il s'agit de chercher quelque chose de déjà prêt, car au premier stade, une solution prête à l'emploi nous suffit, mais nous gardons tout de même en tête un projet d'envergure. Un travail considérable et très important est actuellement en cours. Il y a de nombreux partenaires qui disent « Oui, j'ai des terrains disponibles, venez chez moi ». Avec ces partenaires dévoués, nous avons officiellement lancé la procédure. En gros, nous soumettons aux autorités compétentes des informations détaillées sur l'emplacement précis du terrain envisagé pour la construction et nous vérifions minutieusement s'il est possible à l'avenir d'y délimiter une zone de vol sécurisée, d'y organiser un aérodrome fonctionnel ou d'autres infrastructures nécessaires, etc. Parce que les autorités compétentes, ne sachant absolument pas ce qui se passe juste à côté de chez elles, voient ensuite arriver une équipe de spécialistes qui dit « Nous voulons organiser un aérodrome, un véritable aérodrome ». Elles répondront « Ici, ce n'est pas possible. Donc nous analysons, nous sélectionnons ». Il faut se dépêcher, bien sûr, car le projet était prévu pour 5 ans et 9 mois se sont déjà écoulés. Oui, la construction de ce projet prendra vraiment pas mal de temps, c'est certain, indéniable. La tâche principale est la production de coques, mais aussi de créer plusieurs nouveaux appareils. Donc, il s'agit d'appareils de petite taille, y compris ceux vus aujourd'hui, à mettre à jour vers une version commerciale. Quoi d'autre? Peut-être verrons-nous déjà quelque chose qui vole, un objet volant. Pour la deuxième étape, nous ne verrons qu'un petit appareil. La version commerciale de celui-ci. On ne peut absolument pas l'appeler Nova 01. C'est tout de même un petit dirigeable sans pilote, une version commerciale aboutie, peut-être même une série de ces appareils. C'est tout à fait possible. Nous verrons bien. Tout dépendra du rythme de création de la production, et cela dépendra du rythme des fonds attirés. Et pour ce qui est du Panova 2, avons-nous maintenant des délais clairs, peut-être au moins pour des essais au sol ou quelque chose de concret? Écoute, tout cela se précise et se développe au fur et à mesure de l'avancement du processus. La toute première, disons, sorte de laboratoire volant, ce n'est absolument pas un appareil commercial achevé, mais simplement une coque vide. 2 moteurs de dirigeable, 2 transmissions pivotantes de dirigeable, des moteurs à hélice annulaire, le système de contrôle complet, le système de carburant, toute la partie aérienne essentielle. Mais sans sa gondole habituelle, sans les sièges passagers qui étaient si joliment et élégamment dessinés, et même sans la présence d'un pilote à bord, cette machine extraordinaire a la capacité de s'élever majestueusement dans les airs cette année.
Oui, mais encore une fois, il s'agit d'un laboratoire volant, un véritable banc d'essai technologique. Ce n'est absolument pas un appareil commercial destiné à la vente immédiate. Mais il sera déjà très proche d'un appareil commercial sans pilote, un drone autonome, même s'il est encore assez loin d'une version passager pilotée par un être humain. Parce qu'une version passager pilotée, c'est tout de même un peu plus compliqué à développer, cela prend un peu plus de temps et nécessite des validations supplémentaires. Il faut choisir correctement le revêtement des sièges. Pour que ce soit confortable, En fait, les exigences pour un transport aérien transportant des personnes à bord sont vraiment strictes et simplement assembler un appareil et décoller, c'est ce que nous faisons. On assemble et on vole. Il y a simplement un certain nombre de difficultés, oui, de vraies difficultés significatives et importantes. Par exemple, il est particulièrement difficile de constituer, à partir du choix actuel et limité de composants disponibles, le même système d'alimentation électrique complexe et performant que celui que nous avions précédemment. Vous savez, nous avons choisi des moteurs qui, en réalité, ne veulent pas vraiment venir dans notre pays car ils sont fabriqués dans d'autres pays qui ne souhaitent pas trop nous les envoyer pour de multiples raisons. Les générateurs, par exemple, qui seront spécifiquement installés sur ce moteur sont également de ce type particulier. En général, tout doit être absolument aéronautique, tout doit être rigoureusement certifié et ainsi de suite. Mais dans le domaine des drones, tout est considérablement beaucoup plus simple. Fédia, as-tu encore quelque chose à ajouter? Nous avons aussi parlé de l'équipe. Je ne sais pas si c'est encore intéressant, dans le sens où certains espaces sont loués, l'équipe grandit. Donc tout cela, en principe, tout le monde le sait, mais peut-être que tu pourrais souligner quelque chose de précis, quelque chose que tu remarques dans la façon dont Aeronova évolue aujourd'hui. Écoute, chez Aeronova, les gens deviennent de plus en plus activement et profondément impliqués dans leur propre processus de travail. Au tout début, quand nous avons initialement loué le bureau, il y avait encore un écho persistant des tendances du télétravail qui influençait la perception de l'espace de bureau. Beaucoup de personnes pensaient sincèrement qu'il était tout à fait possible de concevoir et de créer un dirigeable capable d'être contrôlé à distance. Et il y avait véritablement de telles illusions, voire des convictions profondes, au sein même de l'équipe de développement. Heureusement, toutes ces illusions initiales se sont heurtées à la dure réalité, une réalité justement très inspirante, profondément positive et extrêmement motivante. Il y a vraiment des foules de gens dévoués au bureau en ce moment même, qui travaillent activement et avec beaucoup d'enthousiasme et de détermination. De nouvelles personnes arrivent, des ingénieurs qualifiés, des exécutants dévoués, précisément ceux qui fabriquent et conçoivent des composants essentiels et des mécanismes spécifiques. Tout le monde a besoin de postes de travail fonctionnels, de bureaux adaptés, d'ordinateurs performants et ainsi de suite. En plus de cela, il faut aussi acheter des machines et de l'équipement nécessaire. Bref, oui, cela commence véritablement à devenir un peu à l'étroit. Nous nous agrandissons légèrement, ce qui est une bonne chose. Eh bien, on a simplement loué encore quelques bureaux à l'étage, oui, pour pouvoir installer tout le monde. Mais ce n'est pas comme si on s'asseyait ici et qu'on restait là. Chez nous, c'est surtout une sorte de troupe migratoire. En fait, tout le monde travaille, tous les espaces sont utilisés, que ça n'a pas un centimètre n'est laissé inoccupé. L'équipe travaille, les dirigeables volent, même les petits, bien que les petits ne soient considérés comme des jouets du vent. Plus l'appareil est grand, plus il sera stable. Nous travaillons justement sur la conception de très grands dirigeables, des aéronefs innovants et prometteurs pour l'avenir. Pour passer à leur production, lors de la deuxième étape, il est nécessaire de mettre en place une production de coques. L'usinage des métaux est déjà prêt et certaines pièces sont même déjà partiellement fabriquées. Après la Nova 2, nous avons un dirigeable en cours de conception avancée que nous avons appelé Nova 8. Il est tout à fait possible que le Nova 8 reste, ou peut-être qu'il ne restera pas du tout, c'est une incertitude. Peut-être qu'il deviendra le Nova 7 ou le Nova 9, nous verrons bien, mais nous avons déjà commencé à travailler activement et de manière approfondie sur sa création, car les clients dont Sergei a précisément parlé sont particulièrement intéressés par cette taille spécifique. Il y a une demande concrète et très claire concernant la capacité de charge, les distances à parcourir et en général toutes les fonctions essentielles qu'il doit impérativement remplir. J'ai déjà mentionné lors d'un webinaire précédent que nos aéronautes avaient précédemment donné une évaluation d'experts très détaillée sur la gamme de taille qui serait la plus demandée sur le marché. Et le fait que cela corresponde aux exigences des clients actuels, réels et actifs, cela nous a simplement réjouis, car cela montre que nous avons affaire à de véritables experts, que nous sommes dans la tendance
et que nous comprenons et réalisons tout. Et des travaux ont commencé sur la Nova 8. J'essaie simplement d'amener progressivement au fait que le groupe motopropulseur, dont nous n'avions pas initialement parlé, a été spécifiquement et entièrement conçu pour les appareils de la taille de la Nova 8. Un travail actif et continu est également en cours dessus, avec des développements prometteurs. Il est entièrement conçu. Il s'agit d'une production d'usinage des métaux de haute précision. Il est également parfaitement adapté à cela. D'ailleurs, la production a déjà commencé à fabriquer des pièces essentielles, des éléments cruciaux et d'autres composants encore. Et d'ici la fin de cette année, peut-être même dès l'automne prochain, nous verrons déjà tout cela en vrai, comment cela va être précisément et concrètement assemblé. Si nous lançons l'agrégat cette année, ce sera bien sûr une très grande victoire pour nous tous, une réussite majeure. Tout le monde dans le secteur de l'aviation comprend bien qu'aucun avion, hélicoptère ou dirigeable ne peut exister sans moteur. Mais que se passe-t-il avec les moteurs? Il y a une petite difficulté avec les moteurs. Et nous avons eu la chance inouïe qu'une grande équipe qui avait travaillé toute sa vie professionnelle sur ces installations se soit retrouvée disponible et cherchait une nouvelle occupation, ou plutôt un endroit où mettre pleinement à profit son talent et son expertise. Et cette équipe correspondait parfaitement à notre projet, leur développement technique aussi, et tout a pu être assemblé harmonieusement ensemble. Dès le tout début du projet, l'équipe travaillait de manière très complète et c'est aussi vraiment très agréable de voir comment le moteur, pièce par pièce, boulon par boulon, petit flasque par petit flasque, prenait forme progressivement. Tout est déjà entièrement modélisé en 3D. Tous les modèles mathématiques des complexes sont désormais finalisés. Toute la dynamique des gaz est minutieusement traitée. Tout l'aspect thermique est pleinement pris en compte. Et maintenant, le travail essentiel sur les chaînes de cote touche véritablement à sa fin. Chaque pièce reçoit avec précision ses tolérances et ajustements spécifiques et elles sont progressivement et méthodiquement transmises à la production. C'est aussi un travail absolument colossal, invisible mais vraiment immense et fondamental.